Здравствуйте, дамы и господа. У нас снова сегодня в студии Жан-Кристоф Майо. И сегодня я бы хотела с ним поговорить не о той постановке, которую он делает в Большом театре, а вообще о его жизни и судьбе. Je dis qu'aujourd'hui nous avons Jean-Christophe Maillot et je ne voulais pas parler nécessairement sur la création à Bolshoi, mais plutôt de lui-même. Alors je me demande, vous étiez né à Tours, ce qui était, je pense, une petite ville. Petite. Je ne sais pas si dans votre enfance vous avez la télévision, moi je n'ai pas eu, mais cette idée de danse, d'où ça vient? C'est maman, c'est vous, c'est papa, je sais pas. Ah, mais moi je suis né dans je dirais que c'est génétique. Parce que mon père était scénographe pour le théâtre, pour l'opéra et pour la danse. Donc il a fait plus de 280 décors, costumes. Donc depuis je suis né, je suis dans les théâtres. Je respire la poussière du théâtre. Les premiers souvenirs que j'ai, c'est être sur la scène avec mon frère en train de jouer, pendant que mon père faisait les lumières d'un spectacle qui était en train de se faire. Et ma mère amenait à l'époque à manger sur la scène. On mangeait là, et pendant ce temps-là, elle faisait les lumières. C'était, je parle ça des années 67, 68. J'ai encore connu le théâtre avec les lumières qu'on faisait avec la manivelle, comme ça. Enfin, c'était vraiment... Et à la maison, il y avait... Je n'ai connu que ça autour de moi, beaucoup de chanteurs d'opéra, beaucoup de chefs d'orchestre, metteurs en scène, chorégraphes, scénographes. Donc c'est un univers qui était permanent chez moi. Et mon frère et moi, on est rentrés tous les deux au conservatoire quand on avait 7 ans. Moi, je faisais de la danse et de la musique, et lui faisait de la percussion. Et on a grandi dans cet univers-là. Donc c'est juste que l'environnement familial nous a amenés à être dans ce monde-là. Si mon père avait été avocat, je pense que je serais avocat. Si mon père avait été footballeur, j'aurais probablement été Mais footballeur. quand même, le théâtre donne beaucoup de professions, comme votre papa, il faisait les décors, et vous, quand même, commencez à bouger, c'était une autre chose. Oui, moi j'étais un garçon assez agité, et j'aimais beaucoup faire le show. Je me déguisais, c'était toujours quelque chose qui me plaisait. J'étais quelqu'un de très extériorisé. Et j'étais assez malade quand j'étais petit, parce que j'avais une assez grosse maladie qui m'avait énormément fragilisé. Et donc je faisais des crises d'épilepsie. Et on m'avait soigné de manière assez forte au niveau médicaments, mais on m'avait surtout conseillé de faire beaucoup de sport pour essayer de... Et comme moi, le sport, c'est quelque chose qui m'était étranger, j'ai fait de la danse. Et ça m'a plu tout de suite. D'abord parce que j'étais le seul garçon et qu'il y avait 60 filles, ce que je trouvais plutôt sympathique. et puis parce que c'était quelque chose, le fait de travailler le corps, le fait d'être sur scène, le fait d'exprimer des choses, c'était quelque chose qui me correspondait bien. Je me sentais très bien là-dedans, très très bien. C'était vraiment un monde dans lequel... En plus, là-bas, on avait fait les spectacles. Je commençais à faire des spectacles. Le conservatoire était lié au théâtre. Et donc, les élèves du conservatoire faisaient les spectacles dans le théâtre. Donc, à 9 ans et demi, j'étais sur scène. À 10 ans, j'avais fait mon premier solo, qui s'appelait... mon surnom, c'était Titoyo. Le ballet s'appelait Titoyesque. Et donc, j'ai commencé à danser professionnellement à l'âge de 10-11 ans. Et ce qui fait que quand je suis... parti après chez Rosella Hightower à Cannes, que j'ai eu mon prix de Lausanne, que je suis rentré chez Neumayer, quand je me suis arrêté de danser à 21 ans, parce que je me suis cassé le genou, j'avais 21 ans. C'était très court comme carrière, mais en fait, c'était pas si court que ça. J'ai commencé à peu près à 10 ou 11 ans, donc voilà. Et je me suis très vite rendu compte que j'étais pas Je crois que j'étais un bon danseur, j'avais beaucoup de capacités, mais j'avais pas cette force, cette espèce de volonté d'être... ouais, pour vraiment aboutir quelque chose en tant que danseur, je crois que ça demande une telle énergie, une telle volonté, une telle abnégation. Et moi, j'avais pas ce courage-là. Et très rapidement, j'avais envie de... J'adorais les danseurs, j'adorais ce monde-là. Je trouvais que c'était des êtres assez exceptionnels parce qu'ils étaient très fragiles et à la fois très forts. Et... c'était des êtres qui me paraissaient révéler la nature humaine de manière extrêmement visible. Et j'ai très vite eu envie de diriger une compagnie, en fait. Mais pas dans l'idée de... C'était même... j'ai fait beaucoup de chorégraphie depuis que j'avais 13, 14, 15 ans, mais je voulais avant tout diriger une compagnie, parce que j'étais convaincu que pour faire mon travail chorégraphique, il fallait avoir un groupe de gens avec un état d'esprit particulier. Et
Et là où Balanchine disait une école puis une compagnie, moi je disais une compagnie puis de la chorégraphie. Pour moi, c'était immédiat cette idée. Alors vous pensez que si cet accident n'allait pas eu lieu, vous allez diriger la compagnie quand même assez vite? Oui. C'est-à-dire que mes parents ils avaient fait beaucoup de sacrifices pour moi parce que j'étais allé à Cannes et c'était une école qui était très chère à l'époque. Et mes parents sont des gens très modestes. Et je me rappelle qu'ils devaient vraiment faire des efforts énormes financiers pour que je fasse ces études. C'est quelqu'un qui a conseillé Rosa Lair? Oui, c'était un merveilleux danseur de l'époque du marquis de Cuevas qui s'appelait Jean-Jacques Etcheverry et qui est un des très rares danseurs à être devenu directeur d'opéra et metteur en scène. Et il avait conseillé à mes parents parce qu'on voulait me faire rentrer à l'Opéra de Paris. Et ce Jean-Jacques Etcheverry avait dit, pour Jean-Christophe, l'Opéra de Paris, je ne crois pas que ça va aller. Il faut qu'il aille travailler avec des anglo-saxons, il faut qu'il aille travailler avec Rosella Hightower. C'est un esprit beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert. Et je dois dire que ça a été un choix qui a dicté ma vie. Et grâce à lui, j'ai fait le bon choix. Et Rosella, c'était une femme pour moi, je pense que c'est une des personnes les plus importantes dans ma vie. C'était la première école, une des premières écoles qui a été capable d'intégrer la notion de danse contemporaine, la relation à la danse jazz, danse Graham. On avait un cursus qui était très intelligent. C'est-à-dire, je pense qu'elle était la première à avoir compris que la danse était en pleine évolution, qu'il allait falloir ouvrir un peu son esprit et qu'on ne pouvait pas rester simplement, sauf si on est dans une institution comme le Bolchoï, l'Opéra ou la Scala, dans un état d'esprit unique pour la danse. Et donc, dès que j'avais 13-14 ans, quand j'ai commencé chez Rosella, j'ai compris grâce à elle que la danse pouvait être très différente et qu'elle n'était pas systématiquement basée sur une forme académique, mais que des gens qui tendaient pas leur pointe, des gens qui n'étaient pas forcément faits comme sont faits les danseurs classiques, avaient aussi le droit d'exister en tant que danseurs. Et donc du coup, moi, quand j'ai vu ça, je prenais des cours de classique, des cours de moderne, des cours de claquettes, des cours de danse espagnole, c'était une telle richesse que immédiatement, je me suis rendu compte que ma passion, moi, dans la danse, c'est d'être sensible à toutes les danses. Je peux prendre autant de plaisir vraiment à voir un Spartacus, un Don Quichotte, un Lac des Cygnes, que de voir un ballet de Cherkaoui, un ballet de Pina Bausch, un ballet de Chris Haring. Toutes ces aventures m'intéressent. Je pense juste qu'elles sont très différentes dans leur langage. Et je rejette l'idée que si on en aime une, on doit rejeter l'autre. Et ça a toujours été Rosella a toujours dit que ma vie était une réunion des opposés. Et encore aujourd'hui, c'est des choses qui me passionnent. L'aventure avec Vishneva, pour moi, c'est ça. C'est réunir des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Là, aujourd'hui, quand je travaille avec les danseurs ici, du Bolchoï, j'aime bien aussi provoquer des choses qui sont inattendues dans leurs relations, dans leur manière de collaborer. Je trouve toujours que c'est... si la danse peut être un outil qui permet aux différences de se retrouver, je trouve déjà que c'est quelque chose de formidable. Et pour moi, être ici, faire une création, c'est déjà quelque chose d'anachronique. Et en même temps, pendant 20 ans, vous préférez d'être avec des gens que vous connaissez. Oui, parce que j'aime créer l'aventure dans un espace que j'invente moi-même. C'est-à-dire que à Monaco, j'ai 49 danseurs ou 50 danseurs, il y a 25 nationalités. Donc j'ai toutes les couleurs de peau, toutes les cultures, toutes les sexualités, toutes les sensibilités. Et je trouve que c'est un formidable exemple de vie. Parce que à l'heure où le monde a du mal à vivre en communauté, quand tout d'un coup on s'aperçoit qu'on peut mettre tous ces gens-là dans un même lieu et que ça fonctionne, que les gens s'entendent, que les gens sont prêts à partager leurs différences parce qu'on a un objectif commun qui est la création des spectacles. C'est un laboratoire. Je dis toujours que la compagnie à Monaco, pour moi, c'est un laboratoire humain d'une micro-société. J'arrive à comprendre comment fonctionne le monde en regardant la compagnie. Les rapports de pouvoir, les rapports aux autres, l'égoïsme, la notion de partage, l'humilité, l'arrogance, la prétention. Tous ces sentiments, tout ce qui nous anime toute la vie, tout ce qui fait que la vie n'est pas simple et elle est compliquée, c'est quelque chose qu'on peut observer, que moi j'observe dans ma compagnie. Et comme moi je suis avant tout, par rapport à la danse, passionné par le comportement humain, beaucoup plus que par l'écriture chorégraphique elle-même,
c'est un laboratoire qui me fascine, et c'est pour ça qu'il a fallu que je crée une compagnie, parce que je puise mon inspiration avec les gens avec qui je vis, essentiellement. Donc c'est en observant les gens avec qui je travaille, avec qui je vis, que je trouve les idées et ce que j'ai envie de créer. Et c'est pour ça, par exemple, même ici, quand je suis au Bolchoï, je ne peux pas penser une distribution de manière abstraite. Il faut que j'ai les gens avec moi, et les gens vont créer la pièce. C'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est essentiel dans mon travail. Ça l'a toujours été. En ça, sous une forme complètement différente, évidemment, au niveau de l'écriture, et sans aucunement chercher à me comparer, c'est quelque chose qui est proche du travail de Pina Bausch aussi. C'est-à-dire que c'est avec les gens avec qui on vit que l'on crée les choses. Donc je ne me dissocie pas, moi, de mon travail, des gens avec qui je le fais. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a été légué par mon père, c'était un professeur aussi extraordinaire aux Beaux-Arts. Il était adoré par ses étudiants, et il m'a appris ça. Il m'a appris à accepter que tout est une histoire de point de vue, que tout le monde, qu'il n'y a pas de vérité absolue, qu'il faut rester toujours très ouvert. Je vois par exemple mon ami Jean Rouault, l'écrivain, quand le Bolchoï est venu à Monaco et qu'on a fait le Lac des Cygnes ensemble, lui, il découvrait la danse académique, et il trouvait que le deuxième acte, il trouvait ça terrorisant parce qu'il avait aucune culture liée à l'histoire de la danse. Et nous, dans notre monde, on a tendance à oublier que les gens qui sont à l'extérieur n'ont pas cette culture. Donc quand vous voyez des beaux danseurs avec une certaine qualité, avec certaines particularités, nous, on est sensible à ça parce qu'on vit dedans. Mais une personne qui arrive, qui n'a jamais vu ça, elle regarde ça, elle dit « Oh là là, c'est ennuyeux ». Et puis c'est en lui expliquant ce que c'était qu'une technique, ce que c'était qu'une histoire, qu'une culture, pourquoi les gens dansaient comme ça, qu'est-ce que ça voulait dire, d'où ça venait. Tout d'un coup, j'ai vu son opinion changer, et il a évidemment commencé à regarder, à comprendre les choses. Ce qui prouve bien que l'art ou la culture, c'est pas quelque chose qui est facilement accessible. Il faut donner les clés aux gens, il faut leur permettre, c'est comme une langue. Si vous ne parlez pas une langue et que personne ne vous explique ce que ce mot veut dire, et puis après comment fonctionne la syntaxe, et puis après comment fonctionnent les accords, et puis après comment fonctionne l'esprit d'une phrase, évidemment qu'on va rejeter cette langue. Il n'y a qu'en la découvrant, en faisant l'effort, qu'on va y arriver. Et je trouve que c'est un peu la même chose avec la danse. Tout le monde en a toujours tendance un peu à avoir peur de ce qu'il y a à l'extérieur. Peut-être pour ça aussi que moi je ne suis pas sorti pendant 20 ans. Manque de confiance ou crainte que... il y a une dimension pédagogique qui est difficile. C'est comment on transmet aux danseurs. Moi, par exemple, dans le studio, là, j'essaye de mettre un esprit joyeux. Parce que j'ai une vie heureuse. J'ai pas traversé de souffrances extraordinaires. Je suis pas Rimbaud. Je suis pas Van Gogh non plus. Donc je ne vais pas mentir sur l'histoire de ma vie par rapport à mon travail. Donc mon travail a toujours quelque chose de généreux, et il a toujours quelque chose de joyeux d'une certaine manière, même s'il y a des fois des grandes dimensions dramatiques. C'est le reflet de la vie de quelqu'un qui n'a pas eu, heureusement, de grandes douleurs. Bon. Et donc ça, j'essaye de transmettre ça. Mais parfois, c'est complexe, parce que les gens peuvent prendre cette légèreté, ou les gens peuvent prendre cette joie pour une légèreté. Et c'est là où il faut bien faire comprendre que ça n'est pas non plus le cas. Mais je trouverais insupportable de devoir créer une pièce, quel que soit son résultat, avec cette idée de forcer l'autre, d'aller le violenter pour l'amener à sortir quelque chose. Je dis toujours, il n'y a pas un metteur en scène, un chorégraphe, qui puisse révéler d'une autre personne ce qu'elle ne veut pas montrer. Voilà. Donc le travail, là où il est intéressant, c'est de mettre la personne en face le plus en confiance possible pour que la personne ose s'ouvrir le plus possible. Mais je ne crois en aucun cas que c'est en violentant les gens qu'on arrive à leur faire sortir. Oui, peut-être qu'on arrive à leur faire sortir quelque chose, comme si on torture quelqu'un, au bout d'un moment, on le sait, il va vous avouer une vérité. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est pas simplement parce qu'il veut mettre fin à la torture qu'il va avouer quelque chose?
C'est-à-dire que quand quelqu'un avoue quelque chose dans un esprit de douceur, dans un esprit de bien-être, là, on a plus de chances de penser que cette vérité existe vraiment. Voilà. Je me demande aussi, vous avez fait vos études avec Rosalia. Alors, c'était peut-être l'école qui acceptait tout le monde, je sais pas, quand vous avez dit que c'était l'école payante. Absolument. Alors, elle acceptait tout le monde et elle avait quelque chose de formidable. Elle acceptait aussi, moi je sais qu'une année, mes parents avaient plus assez d'argent, donc j'ai fait la cantine. C'est moi qui lavais les vaisselles, enfin bon bref, pour payer mes études. Et il y avait plein de jeunes étudiants qui venaient, qu'elle prenait, qui faisaient le ménage, qui gardaient l'internat, qui faisaient les plannings, en échange de leurs cours de danse. Puis il y avait des monstres. Elle prenait, il y avait des danseurs. Je les regardais, je dis non, mais c'est nulle part ailleurs. Parce que sa règle, c'était, elle recevait les gens et elle parlait avec eux. Et si elle sentait que cette personne avait un désir profond de danser, un désir profond, quoi que soit son corps, son histoire, son milieu social, elle disait alors tu danseras. Et elle avait raison. Tous ces gens-là ont fini par danser. Et aujourd'hui, la chose formidable de la danse contemporaine, quand même, c'est qu'elle a offert la possibilité à tous ces gens qui ne sont pas formatés, parce que finalement, un très beau danseur classique, avant même son talent, il y a ce que la nature lui a donné. Et ça, c'est quelque chose d'injuste, ce que la nature a donné. Pourquoi j'ai de grandes jambes? Pourquoi j'ai des beaux pieds? Et pourquoi moi, j'ai des petites jambes courtes? Je ne pourrais jamais danser. C'est quelque chose de très violent, ça. Et la danse contemporaine, elle a offert la possibilité à tout le monde d'exister. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que aller voir un spectacle de danse, c'est une évasion et c'est un moment où on va pouvoir voir une femme ou un homme comme on ne le voit jamais dans la réalité, c'est-à-dire sublimé, cette danseuse classique légère qui va être flottée au-dessus du sol sur ses pointes, qui va s'envoler. Waouh, c'est quelque chose que j'ai jamais vu avant. Et puis tout d'un coup, on va voir un spectacle où là, on voit des corps qui sont tout à fait normaux, communs. Mais de l'autre côté, ils nous parlent de choses aussi qui nous ressemblent de temps en temps. Et moi, je dis, mais tout est possible. Il y a la place pour tout le monde. J'ai vu un spectacle extraordinaire une fois de sourds et muets. Et des danseurs qui ne dansaient que par des impulsions sur le sol. Voilà. Et il y avait une espèce d'énergie et de force que je souhaite à tous les grands danseurs classiques. Rare. Alors évidemment, c'était pas impressionnant techniquement, il n'y avait pas 20 ans d'études derrière, mais est-ce que pour autant, ça délégitimait la qualité et l'engagement de ces gens-là? Non. Donc Rosella, elle avait cette capacité. Alors c'est vrai qu'il y avait des danseurs sans intérêt, dont les parents avaient beaucoup d'argent, mais elle savait aussi accepter ces gens-là parce qu'elle savait qu'en acceptant ces gens-là, elle donnait la possibilité à d'autres qui n'auraient pas pu le faire d'exister. Et ça, c'était formidable. Et quand vous engagez les gens dans votre compagnie, est-ce que ça veut dire que vous prenez aussi du temps pour être assise et parler? Fondamental. Alors, il y a en fait une première approche qui est indescriptible, qui est ce que j'appelle la relation instinctive. On le sait tous. On marche dans la rue, il y a des fois des hommes derrière en qui on se retourne, des femmes derrière en qui on se retourne, puis il y en a d'autres qui vous font aucun effet. Ce que j'appelle la chimique. Bon, la chimique, pour moi, elle est fondamentale. Mais c'est aussi ce que je veux sentir en travaillant ici. Des gens avec qui on a une chimique, avec qui on correspond. Parce que c'est le point de rencontre. Donc je vois arriver les danseurs déjà pour l'audition, et je sais pas, il y a quelque chose qui fait déjà que oui ou non. Après, je les regarde dans le studio. Là, je cherche des gens qui sont ouverts et qui instinctivement ont une esthétique, je dirais, une approche, un comportement qui correspond au type de personne auquel moi je suis sensible. Et si éventuellement le danseur me paraît satisfaisant, alors le plus important pour moi après, c'est de parler avec lui. Moi, les auditions, je les fais toujours durer minimum 1 jour, en général 3 jours. Parce que j'aime observer les gens. Alors, je ne fais jamais d'audition publique. Toujours les auditions, ce sont des gens qui viennent et qui sont en minorité par rapport à la compagnie. Et je les vois immédiatement dans la compagnie. Je les regarde à la cantine, je les regarde regarder les répétitions, je les observe, je les vois comment ils se lient avec les uns ou avec les autres. Et il y a un moment où je sens que cette personne-là peut faire partie de l'ensemble. Mais je dirais que la personne, ce qu'elle dégage, ce qu'elle est pour moi au moins à 50% aussi important que sa qualité de danseur. Il m'est arrivé de voir de très beaux danseurs, très belle qualité de danseurs,
Je parle avec eux 5 minutes dans le studio et je sais que c'est même pas la peine qu'ils viennent ici. Parce qu'on va travailler 8 heures par jour, on va être en tournée 6 mois par an. Je vis avec ces gens-là, on vit ensemble. Donc c'est une espèce de communauté imposée. Et pour que ça fonctionne, une communauté-là, il faut faire attention à ne pas mettre à l'intérieur des gens qui sont totalement incohérents avec ce type de groupe. Donc moi j'aime toujours parler d'une compagnie comme d'un repas entre amis. Si vous organisez un repas entre amis, vous allez, même si c'est des gens qui ne se connaissent pas, vous allez être, vous, attentif à ne pas mettre certaines personnes ensemble parce que vous savez que ça va exploser, que ça n'a pas intérêt. Mais par contre, c'est intéressant de mettre des gens qui n'ont pas forcément le même point de vue. Et il doit y avoir quelque chose qui relie tous ces gens-là entre vous. Et en général, c'est la personne qui invite qui est ce lien, parce qu'elle sait que ces gens-là ont une affinité les uns avec les autres. Donc, il y a un moment où il faut toujours être extrêmement attentif aux affinités des uns et des autres, parce que c'est ça qui fait qu'au moment où il y aura un conflit, ou au moment où on aura du mal, parce que c'est toujours difficile de vivre en communauté, il y aura quelque chose qui va nous relier les uns et les autres, qui fait que la chose ne cassera pas. Mais si vous n'êtes pas attentif à ça, et que vous vous contentez de prendre des bons danseurs, mais qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres, vous avez une espèce de compagnie où certes les gens sont impressionnants, mais ils sont en concurrence, souvent ils ne s'aiment pas, souvent ils cherchent même à s'autodétruire ou à se détruire. Et comme un danseur, par essence, est un être fragile, égocentrique, obsédé par lui-même, et c'est ce qu'il faut, et a très très peu conscience de ce que c'est qu'un groupe, c'est la responsabilité du directeur que de obliger tous ces gens-là à se regarder les uns avec les autres. Encore faut-il qu'ils puissent avoir des points communs entre eux. Est-ce que cette compréhension est venue après 20 ans de gérer une compagnie ou de commencement, quand vous avez déjà parlé avec Caroline, quand vous êtes venu apprendre cette compagnie, vous avez déjà pensé à tout ça? Je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours guidé. Mais ça me guidait déjà, moi, quand j'étais à l'école. À l'école, quand j'avais 12 ans, j'ai tourné un film qui s'appelait Le Petit Poucet, et qui était un film très important en France à l'époque. C'était un très très gros film. Et je me rappelle que j'avais 12 ans, et moi j'étais plutôt un garçon, je peux le dire aujourd'hui parce que c'est plus le cas, assez mignon, avec des grands cheveux blonds, j'étais plutôt joli garçon, enfin bon bref, ça marchait bien, enfin bon. Et du coup, quand je suis revenu à l'école, après, c'était très dur parce que, évidemment, quand vous avez 12 ans, que vous avez tourné un film, tous les gars, toutes les filles vous regardent comme ça, les garçons vous regardent comme ça. Et donc, je me suis retrouvé très très vite dans une espèce de situation où je disais, mais c'est pas ma faute, j'ai rien fait, moi. Bon. Et donc, je me suis très rapidement tourné vers des gens qui étaient exclus ou qui étaient... Vous savez, dans les écoles, il y a toujours celui qui a les boutons, celui que personne n'aime, celui qui a les grosses lunettes. Et moi, j'aimais toujours cela. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y avait quelque chose... J'avais de la peine pour eux. Il y avait quelque chose qui me touchait chez eux. Mais de l'autre côté, les arrogants, les petits cacous, je les aimais bien aussi, parce qu'ils étaient drôles, faut dire. Bon. Et moi, j'aimais bien toujours essayer de réunir une bande de copains qui ne devaient pas aller ensemble, normalement. Et donc, c'est quelque chose qui m'a toujours guidé. Et avec Caroline... Je pense qu'avec Caroline, il y a eu cette chimique. C'est avant même d'être la princesse et d'être la patronne des ballets de Monte-Carlo. C'est pour moi une amie. C'est une femme que je trouve extraordinaire, qui est une ouverture d'esprit rare. On a un peu la même vision des choses sur les gens, la même idée de ce qu'est une vie sociale, une vie intellectuelle. On a à peu près les mêmes sensibilités sur le type de musique, le type de relation aux arts. Il y a un code commun qui fonctionne bien. Et je pense que ça, c'est très très important, parce que je ne suis pas en conflit avec ma tutelle. C'est difficile pour une compagnie, quand vous dirigez une compagnie et que vous n'êtes pas forcément le directeur complet. Quand on a un intendant ou un directeur général, il y a déjà, s'il n'y a pas une harmonie entre les deux, c'est très très compliqué d'arriver à faire des choses. Moi, ce qu'il y a d'extraordinaire à Monaco, c'est que j'ai une tutelle, parce que tout le monde a une tutelle au-dessus de lui, mais j'ai surtout une amie que je ne veux pas décevoir. Et une amie qui m'a offert quelque chose d'exceptionnel. Quand Caroline m'a fait venir à Monaco, j'étais pas dans une situation très favorable. J'étais dans cette petite compagnie à Tours que j'aimais bien, mais on peut pas dire que les choses étaient en train d'exploser. En plus, je faisais un travail complètement contradictoire avec la France, puisque la France était en pleine période de la danse purement contemporaine, et moi je faisais une danse néoclassique qui alors ne passait pas du tout à l'époque. Et quand Caroline m'a invité, ça a surpris tout le monde en France. Tout le monde, on aurait dit, mais pourquoi lui? Parce qu'il y avait eu des gens très importants qui s'étaient proposés.
Et donc je lui ai posé la question une fois à la princesse, je lui ai dit mais pourquoi tu m'as choisi moi? Et elle m'a répondu de manière très élégante comme elle sait faire, il faut lire entre les lignes, elle me dit oh parce que j'aurais pas pu engager un directeur avec qui je ne puisse pas boire un coup après le spectacle. Et alors évidemment si on le prend comme ça on se dit c'est un peu léger, mais je vois ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que elle aussi place l'importance de la relation humaine au-delà de tout. C'est-à-dire qu'elle est convaincue, et je pense qu'elle a raison, que quand évidemment on sait qu'il y a des compétences, il est beaucoup plus important de travailler avec des gens avec qui on s'aime qu'avec des gens avec qui on ne s'aime pas. Voilà. Et que si on veut faire des belles choses, il y a un moment où ça passe par cette... évidemment la dévotion des gens qui travaillent avec vous, mais il faut qu'on s'aime humainement. Sinon, si, vous ne pouvez pas travailler avec un directeur ou un danseur qu'humainement vous ne respectez pas du tout. C'est inimaginable. Voilà. Mais quand vous êtes venu, la compagnie déjà existait pendant quelques années. Oui. Ça a pris longtemps pour le réformer quand vous l'avez voulu et pour prendre l'identité, parce que maintenant c'est vous l'identité de la oui. compagnie. Mais... Ben, c'est amusant parce que moi, la compagnie a été créée en 85 et le premier directeur, c'était Guylaine Tesmar et Pierre Lacotte. Et en décembre 85. Et en janvier 86, donc 2 mois après la création de la compagnie, Lacotte et Tesmar m'ont invité pour remonter un ballet à Monaco. Et ensuite, 86, 89, 92, 93, j'ai régulièrement collaboré avec eux. Donc c'est une compagnie que j'ai... Enfin, la princesse que j'ai connue depuis le début, une compagnie que j'ai connue depuis le début. Mais quand je suis arrivé, c'est vrai que c'était une compagnie qui avait de très beaux danseurs. Lacotte avait fait des choix de très... C'était une compagnie qui était connue parce que les filles étaient très grandes, c'était pas si courant. Mais il n'y avait pas d'identité artistique dans la compagnie. Alors évidemment, c'est une compagnie qui n'a pas d'histoire. Alors on parle toujours des ballets russes. Enfin, les ballets russes de Monte-Carlo étaient une compagnie en résidence. C'est pas du tout la même chose. Donc on dit toujours qu'on est les héritiers d'eux. On n'est pas les héritiers. Les héritiers, c'est la Russie, c'est la culture russe. Mais on ne pouvait pas comprendre quel était l'objectif de cette compagnie. Et c'est ce que la princesse m'a demandé immédiatement. Elle m'a dit, si tu pouvais obtenir et arriver à ce que cette compagnie soit appréciée et respectée pour son contenu artistique, et pas simplement parce que c'est le jouet de la princesse, ce serait déjà un très bel objectif. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose de fondamental. Et je savais que cette compagnie pouvait ne pas ressembler aux autres à partir du moment où elle aurait quelque chose d'unique, c'est-à-dire qu'elle est dirigée par un chorégraphe, en l'occurrence moi, mais un chorégraphe qui n'exclut pas les autres. C'est-à-dire que j'ai plaisir à inviter dans ma compagnie d'autres chorégraphes, et des bons. C'est-à-dire que moi, inviter M. Forsyth, M. Kilian, M. Béjart, Mme Lucinda Child, faire un ballet, tous les ballets de Balanchine, j'adore ça. Et puis inviter des jeunes chorégraphes radicaux, contemporains, j'adore ça aussi. Et j'ai toujours pensé que dans une petite ville comme Monaco, parce que c'est petit, quel que soit éventuellement le talent qui serait le mien, on ne peut pas durer longtemps si on n'offre pas au public une diversité de propositions. Et j'ai toujours réalisé en fait que Monaco était l'endroit idéal pour moi, parce que c'était à mon avis un devoir de faire ça, et en plus c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que moi quand je suis en train de chorégraphier et que je vois Bernice par exemple, qui est pour moi une merveilleuse danseuse, et elle est exceptionnelle, elle est une danseuse qui est ma muse, avec qui j'ai fait à peu près tous mes ballets sauf un, qui est reconnu pour ça, mais qui a dansé le boléro de Béjart, qui a dansé le Silent Cry et 7-8 ballets de Kilian, qui la considère comme une danseuse exceptionnelle, qui a dansé 8 ballets de Forsyth, qui a dansé des chorégraphes contemporains comme Cherkaoui, qui a créé avec Lucinda Childs, qui a dansé tous les Balanchines, qui a dansé les ballets russes, qui a dansé... Voilà. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui représente symboliquement ce que moi j'aime dans la danse. Et très souvent, où on a une danseuse qui est la muse d'un chorégraphe, elle ne fait rien d'autre, ou elle sert un répertoire, mais elle n'a pas de chorégraphe qui travaille avec. Et bien, cette compagnie, c'est pareil. Ou vous avez des compagnies comme celle de Forsyth et Meyer, qui sont des compagnies uniquement basées sur le répertoire du chorégraphe qui la dirige, ou vous avez des compagnies qui font que du répertoire. Mais des compagnies qui sont dirigées par un chorégraphe, donc qui donnent l'identité, mais dont l'identité est suffisamment généreuse pour offrir aux autres la possibilité de venir parce que ça nourrit les danseurs. Moi, quand mes danseurs travaillent avec Forsyth, quand ils travaillent avec Kilian, ils sont plus riches quand ils viennent travailler avec moi.
quand moi je les vois travailler avec Forsyth, je découvre des danseurs que des fois je n'avais pas vus. Je découvre qu'il y en a certains qui me semblaient moins intéressants, qui tout d'un coup se révèlent. Et pour moi, c'est une information nouvelle qui me permet d'aller plus loin. Toujours cette notion de partage, en plus avec la conscience que je pense au fond que j'ai la position dont tout le monde rêve. Une compagnie de 50 danseurs, pas plus, indépendante, avec une princesse pour présidente, amie, une liberté totale de programmation, totale. Jamais, elle me fait part de ses sentiments, jamais il n'y a eu aucune demande, aucune chose imposée. Avec un budget confortable, pas exceptionnel, mais confortable, avec le soleil, la mer et les palmiers, il y a de quoi être jaloux. Ça, c'est sûr. Et donc, du coup, je suis conscient que c'est exceptionnel. Donc, mon devoir à moi, pour ne pas culpabiliser quand je me réveille le matin, c'est de le rendre. C'est de le rendre, de le partager, de le donner à d'autres. C'est pour ça que j'ai créé un festival. C'est ce que je voulais demander. C'est Ouais. pour ça que Forum était venu aux années Absolument. 2000. Le forum, il est venu parce que tout d'un coup, je me suis dit, voilà, si vous êtes dans une capitale comme Paris, par exemple, vous avez l'Opéra, vous avez le Théâtre de la Ville, vous avez Chaillot, vous avez le Théâtre des Abbesses, vous avez la Ménagerie de Verre. Chaque lieu propose une certaine forme de danse et peuvent se permettre de revendiquer leur amour exclusif pour ce type de danse. Moi, je suis à Monaco. C'est une population qui est composée de gens du monde entier, qui ont l'habitude de voir beaucoup de choses. Si ces gens-là doivent voir du maillot toute leur vie, c'est pas possible. Bon. Donc tout d'un coup, je me suis dit, c'est bien d'avoir une compagnie, mais il faut offrir à ce public d'autres choses. Donc il faut que je fasse ce que fait l'Opéra de Paris, donc j'invite le Bolchoï. Il faut que je fasse ce que fait le Théâtre de la Ville, donc j'invite Pina Bausch. Il faut que je fasse ce que fait le Théâtre des Abbesses, donc j'invite Maggie Marin. Il faut que je fasse ce que fait Chaillot, donc j'invite les Stomps. Et je propose au public une richesse et une diversité qu'en plus j'aime profondément. Il m'est arrivé de faire venir des spectacles même que je n'aimais pas, mais dont je sentais que c'était mon devoir de montrer au public qu'aujourd'hui, ce type de danse-là existe aussi et qu'il faut savoir que ça existe. L'exclusion n'est jamais la solution. Est-ce que vous trouvez que vous avez aussi changé les publics et les spectateurs pendant cette année-là? Sûrement. Dans un premier temps, c'est amusant, quand je suis arrivé, j'avais dit à Caroline, j'ai dit, tu sais, sur les 2 premières années, je vais sûrement vider les salles. Parce qu'ils faisaient un répertoire très grand public. Bon, j'ai dit, tu sais, ça, à mon avis... Et ça va être plus difficile de re-remplir la salle que de la vider. Et en fait, j'ai été très surpris, on l'a un peu vidée, mais elle s'est remplie assez vite. Et en fait, aujourd'hui, on a multiplié le public par 100. Là où je me rappelle, au début, il m'est arrivé de faire des spectacles où j'avais 15, 20 tickets vendus en 93. Je faisais un programme Forsyth, Duato et moi. Alors ça marchait pas du tout. Bon, il y a même eu une crise cardiaque dans la salle pour un spectacle de Forsyth qui était un peu dur. Aujourd'hui, on est à 1300, 1500 spectateurs par spectacle. Donc c'est énorme ce qui s'est fait. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a un public qui aujourd'hui, je pense que le public à Monaco est un des publics dans le monde qui a la chance de voir le plus de diversité et qualitativement au plus haut niveau de ce que toute la danse peut nous proposer. Et quand vous savez que dans une saison, vous pouvez voir tout ça dans le même lieu, dans une petite ville qui fait 30 000 habitants, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et pour moi, c'était important de faire le Monaco Dance Forum parce que on est un peu isolé aussi. La Russie est un très grand pays, la France est un grand pays, l'Espagne est un grand pays. Monaco, c'est tout petit. Donc il y a un théâtre, il y a une compagnie. Donc avec qui on va créer des liens si on n'a pas cette relation et cette possibilité de faire venir des gens de l'extérieur? Et c'est un peu la maladie du monde aujourd'hui. Tout le monde veut s'exporter et personne n'accepte l'idée qu'il faut par ailleurs aussi rendre et importer de temps en temps. Donc pour moi, c'était vraiment une mission qui me semblait fondamentale et qui s'est achevée avec l'école. Et en ayant maintenant l'école, le festival et la compagnie, on a les 3 choses qui me semblent fondamentales dans la danse, c'est-à-dire la formation, la création et la diffusion. Je voulais demander, parce qu'au commencement, vous avez dit que vous avez des danseurs de différents pays, de différentes nationalités, de différents passés, je pense. Mais après, au bout d'un moment, vous avez pensé quand même de faire l'école. Oui, mais alors elle est très particulière, cette école. Parce que justement, c'est une réflexion que je me faisais quand j'étais au début à Monaco. Souvent, j'avais des danseurs de l'Opéra de Paris, formés à l'école de l'Opéra de Paris, qui n'avaient pas été pris dans la compagnie, qui venaient auditionner à Monaco.
évidemment, c'était des danseurs, c'était très bien. Le problème, c'est qu'il y en avait un qui avait les fesses un peu basses, l'autre qui manquait un peu de coups de pied. Bon. Et ce que je me suis aperçu très rapidement, c'est que c'était des gens qui, humainement, souvent étaient détruits. C'est-à-dire que comme ils avaient été formés depuis l'âge de 6 ans dans une structure dont le seul objectif était d'atteindre le Graal suprême, de rentrer dans cette compagnie, quand ils n'avaient pas la possibilité d'entrer en compagnie, ils étaient détruits. Voilà. Et comme un danseur est quelqu'un qui s'engage entièrement, que leur rêve est cette accessibilité au suprême qui est de rentrer dans cette compagnie, quand il ne l'a pas, et c'est irrémédiable. Et donc je me suis dit, il faut que je crée une école, mais qui soit une école pour le monde. C'est-à-dire que l'idée, ça a été non pas de former des élèves à partir de 6 ans, et dont on ne peut pas, nous, effectivement, revendiquer le fait qu'on les forme depuis le début. Donc ce n'est pas une école au sens historique du terme, avec un style à la clé. Ce sont des gens qu'on collecte un peu partout dans le monde, dans le même esprit que la compagnie, à partir de 14 ans jusqu'à 19 ans. Et pendant 5 ans, on leur donne un cursus le plus complet possible. La seule chose à laquelle on s'engage, et que jusqu'à maintenant on a tenu, tous les danseurs qui rentrent dans cette école, quand ils arrivent à 19 ans, ils trouvent un travail. On les fait rentrer dans une compagnie. Et pas forcément les ballets de Monte-Carlo. Là, cette année, j'en ai 9 qui sont partis, tous dans des compagnies différentes. Un est venu à Monte-Carlo. Et donc, ils savent, quand ils viennent dans cette compagnie, que l'objectif, c'est une école pré-professionnelle pour nourrir des danseurs dont on doit, normalement, si c'est une école professionnelle, leur garantir qu'à la sortie de l'école, ils ont un travail. Or, on sait très bien de nos jours que plus vous faites d'études, moins vous avez la garantie d'avoir un travail. Et moi, je trouve que dans la danse, c'est un métier trop court, trop difficile, trop ingrat, pour que quelqu'un sacrifie de 14 à 19 ans sa vie pour quelque chose, et qu'à la fin du compte, il soit obligé de changer complètement parce qu'il n'a pas obtenu le résultat de son engagement. Donc c'est une école différente. C'est une école pareil, avec l'idée que le monde a un peu changé. Et comme ma compagnie n'est pas une compagnie au style unique, je n'ai pas de raison non plus de former des danseurs sur ce style unique. Ceci étant dit, je me pose beaucoup de questions sur la formation de la danse académique, et je trouve que quand on voit ce qu'on fait aujourd'hui chorégraphiquement, autant dans une compagnie comme ici, on voit le cours qu'ils font le matin, et puis je vais voir Don Quichotte le soir, et je vais voir le Lac des Cygnes, je comprends. Je comprends que tout ce qu'ils font à la classe, c'est quelque chose qu'ils font sur scène. Bon. Quand je vois mon travail, je me dis, mais il y a quand même peut-être une évolution possible de cette technique qui correspond normalement à ce que l'on fait chorégraphiquement. C'est ce qui ferait la différence, par exemple, avec le style de Balanchine. Pourquoi Balanchine a fait son école? C'est parce que sa manière de chorégraphier, et surtout quand Stanley Williams a observé le travail de Balanchine, il a modifié son enseignement, il a adapté son enseignement, parce que l'idée c'était de former des danseurs qui pouvaient faire le style de Balanchine. Mais parce qu'il y avait une écriture très précise sur la demi-pointe, une rapidité, une fluidité. Il détestait la technique pour la technique, donc c'était normal qu'il y ait une... Et moi je pense que là, il y a quelque chose aussi à repenser, à reconcevoir, et c'est pas quelque chose sur lequel les pédagogues du monde entier se penchent trop aujourd'hui. Et c'est vrai que quand je vois mes danseurs travailler tous les matins les tours en l'air, des coupés manèges, de coupés jetés, et que finalement après sur scène ils le font pas, je me dis il y a peut-être quelque chose d'autre à... Mais ça c'est par contre un très gros... travail, ça prend pour ma retraite. Moi, je demande, quand vous avez rencontré Bernice, c'était la chimie de premier coup? Parce que je me demande comment vous allez travailler sans elle. C'est pas imaginable maintenant, mais... Alors, c'est très difficile. Je vois qu'à Monaco, il me faut 5 filles pour remplacer... Mais je pense que ça, c'est pas pour rien que ce sont des danseurs exceptionnels. Je passe ma vie à essayer de dire, il faut que je retrouve quelqu'un comme Bernice. Puis j'y arrive pas. Bah oui, parce que si j'y arrivais, ça serait pas exceptionnel. Mais par contre, je suis... alors je sais pas très bien comment ça va être possible. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que le petit secret de l'histoire de la mégère apprivoisée, c'est que la mégère apprivoisée, pour moi, c'est Bernice. Et depuis que je travaille avec elle, je lui ai toujours dit, je créerai un jour la mégère apprivoisée pour toi. Et vous l'avez apprivoisée. Et je l'ai apprivoisée. Je n'ai jamais fait la mégère. Et quand on m'a fait cette proposition, Sergueï m'a fait cette proposition pour venir ici, en dehors de ce que je disais l'autre fois par rapport à la situation spécifique de cette compagnie, je savais aussi
que pour la première fois que j'allais faire une création à l'extérieur, je voulais que Bernice soit avec moi, sous une forme ou sous une autre. Évidemment, il n'était pas question de l'amener ici comme danseuse, et donc je voulais l'amener ici comme assistante pour la première fois, qu'elle soit à mes côtés au moment où je crée quelque chose, qu'elle n'avait jamais fait. Et comme c'était la mégère, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que indirectement, je crée la mégère quand même pour elle. C'est-à-dire qu'elle est là, elle est à côté, j'y pense, elle a un caractère très très proche de cette femme extrêmement libre, tout à fait exceptionnelle qu'est Katharina, une personne qui a une force de caractère indiscutable, qui est capable de vivre totalement seule plutôt que de vivre avec quelque chose de médiocre, qui ne fera jamais un compromis par rapport à son intégrité et à sa volonté. Au fond donc, quelqu'un qui apparaît comme quelqu'un de très fort, parfois même de terrifiant, et qui est en fait quelqu'un de très très fragile, avec une très grande humilité, une très petite confiance en elle, et qui justement, ayant ce manque de confiance ou cette humilité, s'oblige à une discipline, à une exigence vis-à-vis d'elle-même que beaucoup d'autres n'ont pas. Et c'est ce qui fait, à mon avis, moi, les grands artistes. C'est ces gens qui, en permanence, se requestionnent. C'est ce qui m'a touché aussi avec quelqu'un comme Diana Vishneva. On travaillait dans le studio, et un jour, j'étais assez exigeant avec elle, et elle s'est mise à pleurer. Et elle s'est mise à pleurer parce qu'elle était face à quelque chose qu'elle ne comprenait pas, qu'elle n'arrivait pas à cerner. Et je trouvais extraordinaire que cette femme qui est quand même forte, qui a un caractère très, très trempé, très marqué, à la limite même des fois du désagréable, tout d'un coup, crac, elle a aussi quelque chose de Katharina. Elle pleurait. Ça, là, je trouve que ce sont des êtres qui sont absolument rares et exceptionnels. Intéressant. Je voulais demander, vous avez Monsieur Roux, c'est son dernier nom, Oui. avec qui vous travaillez, il est Oui. un dramaturge. Oui. Avez-vous besoin de quelqu'un avec qui vous faites comme ping-pong intellectuel? C'est un ping-pong. C'est-à-dire que Jean, ce qui m'intéresse avec lui, c'est que quand je travaille sur une œuvre littéraire, j'aime bien être accompagné de quelqu'un qui a cette manière de penser. Comment on écrit un livre, comment on le conçoit, comment ça s'organise. Pour avoir à la fois une logique narrative qui tienne debout, une caractérisation des personnages, là où un chorégraphe peut des fois s'égarer, parce que l'écriture va prendre le dessus sur le propos, et puis aussi quelqu'un avec qui je peux communiquer, mais avec qui je peux me confronter, avec qui je peux m'engueuler, avec qui va me dire non mais là tu peux pas la laisser faire ça, et de voir jusqu'où moi je peux pousser, parce que si je veux quand même le faire, mais il y a quand même quelqu'un qui à chaque fois vous remet des petites claques, et il y a quelque chose, et il y a quelque chose d'assez riche. Alors la difficulté, c'est aussi de lui faire comprendre que c'est pas un livre. Balanchine disait cette chose formidable, il disait: avec la danse, on ne peut pas tout dire. Bon, on peut expliquer qu'un homme aime une femme, mais on ne peut pas expliquer que c'est sa belle-sœur. Bon. Et c'est vrai que des fois, il a des réflexions, et je lui dis: non mais ça peut pas... Ça, dans un livre, oui, mais pas dans la danse. Mais il le sait aussi. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est un laboratoire à idées, il sait qu'il est là pour me confronter à des réflexions, et que moi je vais prendre et puiser ce qui me semble intéressant dedans. Donc c'est une manière de se sentir un peu cadré. Dramaturgiquement, j'ai pas besoin de gens. C'est-à-dire que moi j'aime bien concevoir dramaturgiquement mon spectacle. Mais c'est exactement ça, c'est un ping-pong intellectuel qui permet de réfléchir en permanence et de prendre de la distance avec la danse, pour revenir un peu dans l'histoire, pour revenir dans les caractères, pour revenir dans la compréhension de ce que les gens vont en percevoir, ce qui est important. Je pense que j'ai presque tout demandé. Je suis envie encore de parler avec vous. Peut-être ma dernière question. Vous êtes maintenant cette volonté de partager votre expérience. Vous avez l'école, vous avez créé cette forum, vous essayez d'élargir ce monde, et comme vous avez dit, vous avez beaucoup de la chance d'avoir tout ça, et vous essayez de partager tout ça. Mais pour vous-même, est-ce qu'il y a encore des choses que vous voulez encore apprendre, quelques passages que vous voulez encore faire? Ce que je vis en ce moment. Ça, c'est une aventure pour moi assez extraordinaire, vraiment. Et c'est une aventure extraordinaire parce que ça faisait longtemps finalement que je n'avais pas eu le courage de me mettre dans une situation de difficulté.
Et on le sait tous, qu'on parlait l'autre jour de la montagne, la situation de difficulté, elle est évidemment enrichissante. Et la chose la plus exceptionnelle que je vis en ce moment, c'est que c'est la première fois depuis 20 ans que je ne pense qu'à ma création. C'est-à-dire que le matin, je me lève, je n'ai pas le bureau qui me téléphone, je n'ai pas de chèque à signer, je n'ai pas de contrat à discuter, je n'ai pas de problème technique à régler, je n'ai pas de demande d'augmentation de salaire des danseurs, je n'ai pas de revendication sur tel ou tel rôle. Je suis totalement immergé, pour la première fois depuis 20 ans, dans un travail de création. C'est quelque chose c'est quelque chose de presque effrayant. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être dans un espèce d'énorme tourbillon comme ça. Je suis happé vers ce travail-là, et à la fois c'est extrêmement excitant, et de l'autre côté c'est extrêmement effrayant. Et je suis en permanence là entre... je ne peux pas y échapper, c'est comme si... c'est comme une torture, mais dans le bon sens du terme. Je marche dans la rue, j'entends la musique, je rentre à l'hôtel, je suis en train de penser à ce qui va se passer après. Ce matin, j'étais là en train de réfléchir au pas de deux que je vais faire tout à l'heure. En plus, je veux m'interdire, parce que je ne fais jamais ça. Quand je suis à Monaco, je travaille toujours dans un esprit d'urgence. Je ne fais jamais le planning avant le jour même. Je ne fais jamais les distributions avant la veille. Et j'arrive le jour même, et selon l'état d'esprit dans lequel je suis, je vais décider de travailler avec le corps de ballet, avec un soliste, avec le pas de deux. Mais évidemment, tout le monde est là à disposition. Bon. Et en général, en plus, j'arrive dans le studio 1 minute avant. C'est-à-dire qu'avant, je suis encore en train de faire des histoires de direction, comme tout le monde qui dirige, et j'arrive dans le studio, et il y a une espèce presque de haine contre ce moment où on m'a bloqué pour autre chose. Et quand j'arrive dans le studio, c'est une telle libération. Et donc, il y a un état d'urgence. Là, il n'y a pas l'état d'urgence parce que j'ai le temps. Et comme c'est un type de fonctionnement, maintenant, c'est quelque chose de très surprenant. Mais je dois dire de très agréable, de très déstabilisant. Ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais... en fait, je pense que si j'avais pas fait cette création ici, je pense que je l'aurais peut-être jamais vécu. Et il fallait, à mes yeux, peut-être que ce soit un endroit tellement extraordinaire que je ne pouvais pas refuser. Et en fait, c'est ce qui se passe. Voilà. Avoir une proposition pour faire une création au Bolchoï, dans les conditions dans lesquelles elles se sont pensées, sachant que je connais cette compagnie maintenant depuis 4 ans, qu'on les a invités, qu'on est venu ici, c'est quelque chose qu'on ne peut pas refuser. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses effectivement à découvrir. Après, est-ce que je vais prendre goût à cette liberté et à cette relation exclusive à la création? C'est le danger. C'est-à-dire que, est-ce que retourner maintenant à Monaco, dans le bureau, et revoir tous ces... Voilà, ça mais à toute nouvelle aventure, il y a un danger d'y prendre goût. Après, on verra. Peut-être aussi que j'ai eu l'envie et le désir de tenter cette aventure à un moment où j'ai peut-être le sentiment inconscient d'avoir accompli quelque chose à Monaco, et peut-être le sentiment et le désir de faire autre chose, mais que je ne mesure pas encore aujourd'hui, ou que je n'ai pas identifié. Et peut-être que la création que je fais ici est quelque chose qui est un prétexte pour provoquer aussi une réaction, un peu comme parfois on trompe quelqu'un pour essayer d'animer ou de provoquer la relation qui s'endort un peu. Alors on sait tous que quand on fait ça, il y a un risque, c'est que la relation explose, ou qu'on prenne conscience à quel point en fait on tient à cette relation, et cette petite provocation n'était qu'une manière de recréer une étincelle qui a rallumé le feu. Je n'ai pas encore la réponse. Merci beaucoup. Moi, je voulais dire que nous avons déjà pris le goût de répétition, parce que c'est un grand plaisir pour les danseurs du Bolchoï juste de travailler avec vous. Même pour moi, d'aller les regarder. C'est un rare plaisir. Merci Mais c'est beaucoup. partagé.